On en est au 5e jour du procès du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte. Aujourd'hui, on va se pencher sur plusieurs marchés, jugés pour le moins irréguliers. L'audience démarre sur les chapeaux de roue. On se plonge directement en 2020, en plein cœur de la période Covid. Et dans le viseur de la Cour, il y a des marchés qui ont été attribués comme ça, sans la moindre mise en concurrence. Alors, le problème ici, ce n'est pas tant le travail qui a été fait, non. Le vrai sujet, c'est l'habillage juridique. La justice se demande pourquoi on a utilisé de manière systématique ce qu'on appelle des protocoles transactionnels, des sortes d'accords à l'amiable, pour faire passer de tout nouveaux chantiers pour de simples travaux supplémentaires. Une manœuvre qui, on doit le dire, a tout l'air d'être conçue pour une seule chose, éviter de passer par un appel d'offres. Appelé à la barre, l'ancien président, M. Mohammadi, assume totalement la méthode. Pour lui, c'est simple. C'est la réalité du chantier et l'urgence qui ont dicté cette façon de procéder. Ces travaux, selon lui, étaient tout à fait légitimes parce qu'ils répondaient à des imprévus sur le terrain, des choses impossibles à anticiper. Sauf que cet argument ne convainc pas du tout le président de la Cour. Il rappelle un point qui est absolument essentiel. En pleine période Covid, le président du SIAM avait justement des pouvoirs exceptionnels pour agir vite et surtout légalement. Alors la question devient plus insistante. Pourquoi ne pas avoir utilisé ces procédures? Les réponses de M. Mohammadi, disons qu'elles deviennent assez confuses. La matinée continue et on change complètement de dossier. On ne parle plus de tuyaux, mais de communication. Et attention, quelle communication! Une dépense sortie de nulle part et particulièrement salée, la location de panneaux publicitaires. La Cour tombe un peu des nues. 300 000 €. C'est la somme pour louer 6 panneaux LED pendant 5 ans. Un besoin qui, visiblement, n'avait jamais existé avant. Alors la question se pose, d'où vient cette soudaine envie d'investir autant d'argent dans la pub? L'explication de M. Mohammadi est assez déconcertante. Il raconte qu'un artisan l'a démarché dans un restaurant. L'idée lui aurait plu et il justifie cette dépense énorme par une soi-disant obligation pour pouvoir toucher des fonds européens. La réaction du tribunal est immédiate et cinglante. Le juge souligne toute l'ironie de la situation. On est à Mayotte, en pleine crise de l'eau, et la question est de savoir s'il était vraiment indispensable de claquer une telle somme dans des panneaux lumineux dernier cri. Face à cette question, directe, frontale, la défense s'effondre. La réponse est sèche, désarmante. Le président en remet une couche en décortiquant les chiffres. Chaque panneau facturé 70 000 € n'aurait en réalité coûté que 25 000 € à l'artisan. Une marge, on peut le dire, plutôt confortable. Le juge suggère alors qu'avec une simple mise en concurrence, une annonce au journal officiel de l'Union européenne par exemple, on aurait sûrement pu obtenir un prix bien plus intéressant. Devant cette démonstration par les chiffres, M. Mohammadi n'a plus rien à dire. Sa réponse est brève, on le sent presque résigné. L'après-midi, l'ambiance change. On passe à une autre dimension. On ne parle plus seulement de gestion un peu hasardeuse, mais de soupçons de corruption, bien active cette fois. Et au cœur des débats, l'achat d'un véhicule de luxe. Le tribunal veut savoir si l'achat de cette Nissan, une voiture à 38 000 € quand même, était en fait la contrepartie d'une promesse. La promesse d'obtenir des marchés publics pour l'entreprise MK Carl, dirigée par M. Abdou Moussa. Appelé à la barre, l'entrepreneur, qui a lui aussi poursuivi, ne mâche pas ses mots. Il maintient tout ce qu'il a dit aux enquêteurs. Il décrit une réunion dans le bureau de M. Mohammadi, où la demande aurait été faite sans le moindre détour. Et ce n'est pas tout. Il ajoute que M. Faradi, qui était aussi là, aurait mis une couche de pression supplémentaire. La formule, il faut bien le dire, ressemble quand même beaucoup à un ultimatum. Pour se justifier, l'entrepreneur explique qu'en 2016, sa boîte était dans une situation très compliquée. Le SIEM, c'était un client énorme, incontournable. Alors face à ce qu'il décrit lui-même comme un chantage, il dit ne pas avoir eu le choix. Et son récit devient de plus en plus précis. Apparemment, c'est la présidente de la commission des marchés publics elle-même, Karima Nassour, qui lui aurait donné une enveloppe avec le devis de la voiture. Le but, d'après Moussa, s'assurer que Mme Nassour obéisse à leur magouille. 3 mois plus tard, l'affaire était lancée. C'est maintenant au tour de l'ancien président du SIEM de s'expliquer sur ces accusations qui sont gravissimes. Et sa défense, c'est une négation totale. Monsieur Mohammadi rejette absolument tout en bloc. Il va même plus loin. Il suggère que tout ça, ce serait une sorte de vendetta personnelle, une querelle de famille. Il prétend que M. Moussa serait fâché contre lui parce qu'il donnait plus des marchés à son frère, un frère que, visiblement, il déteste. Et puis, l'ancien président tente de minimiser toute l'affaire. D'un coup, on ne parle plus d'un véhicule neuf à 38 000 €, non,
mais d'un simple coup de main entre amis pour une réparation. Une version qui est, disons-le, radicalement différente. Appelé à son tour, Monsieur Fardy nous propose une troisième version des faits. Et là, il inverse complètement la logique de l'accusation. Et si, en fait, c'était l'entrepreneur qui avait essayé de corrompre un agent public? Au fil des témoignages, la patate chaude se déplace, chacun se renvoyant la balle. La journée se termine sur une dernière accusation. Elle vise cette fois Monsieur Fardy pour des faits de pantouflage. C'est le petit nom qu'on donne quand un fonctionnaire passe dans le privé en profitant un peu de son ancien carnet d'adresses. On le soupçonne d'avoir monté une société écran pour cacher un conflit d'intérêts. Bien sûr, il nie tout en bloc. Les débats sont presque finis. Et là, une dernière question est posée. Elle ne vient ni du procureur, ni du président de la Cour. C'est l'avocat de M. Mohammadi lui-même qui la pose à son propre client. Et là, la réponse sonne pour la première fois de la journée comme un véritable aveu. Un constat d'échec, brutal et personnel, qui vient mettre un point final à cette 5e journée d'audience.